Donc, bonjour à nouveau. On va donc commencer par voir les modifications. Enfin, on va voir pendant cette petite présentation les modifications concernant l'ensemble de la gestion des agents contractuels de droit public qui ont une place assez importante dans la fonction publique. Est-ce que tu sais, Bérénice, par exemple, quel est le nombre, le pourcentage de contractuels dans la fonction publique par rapport aux agents publics, hein, sachant que quand on parle d'agents publics, on va avoir dedans les titulaires, les contractuels, le pourcentage de contractuels hors PH. Je dirais 30, 25, 25, 30. Alors, les chiffres officiels, hein, sont plutôt autour de 25-30, en effet, bon, même plutôt autour de 20-25 d'ailleurs. Maintenant, les chiffres officieux, parce que c'est du déclaratif, qu'il y a un problème de définition, qu'il y a souvent une confusion entre vacataire et contractuel, sur laquelle je ne reviendrai pas nécessairement, parce que ce n'est pas forcément l'objet, mais on est plutôt autour de 30 d'agents contractuels de droit public, particulièrement à l'hospitalière, qui est le versant de la fonction publique qui avait le plus de souplesse dans le motif des recrutements, dans le recours aux agents contractuels de droit public et qui a été le moins impacté par, les motifs de recrutement des agents contractuels dans la fonction publique. La territoriale et surtout l'État, il y a eu des changements très importants sur ces différents motifs de recrutement. Hem donc, on va avoir différentes modifications. On va voir déjà dans un premier temps les principes généraux qui ont été modifiés. Ensuite, on verra les éléments qui sont liés à la rémunération. Ça me permettra de revenir un petit peu sur comment fixer, comment faire évoluer la rémunération. Puis les éléments sur ce que j'ai appelé la gestion courante. Ensuite, les éléments sur la protection sociale, donc congé maladie et congé maternité, indemnité, et enfin la discipline, où là on a eu pas mal de changements et ça me permettra de revenir sur différents éléments. Donc on va pas s'ennuyer, hein, là pendant l'heure et demie qu'on va passer ensemble, hein, l'heure et demie de présentation, puis après on aura un temps sur les questions si d'aventure vous avez des questions complémentaires. Donc sur les principes généraux, premièrement, bon, tout simplement, on a un renvoi législatif vers le code général de la fonction publique, puisque la publication du code par l'ordonnance de novembre, un peu plus d'un an, de novembre 2021, entrée en vigueur en mars 2022, vous oblige à, pour les nouveaux contrats et au moment des renouvellements, à substituer vos articles 9 et compagnie de feu du titre 4 par les articles 300 et quelques du Code général de la fonction publique sur les différents motifs de recrutement des agents contractuels. On a ensuite un rapprochement des compétences des commissions consultatives paritaires sur celles des CAP. On a le fait qu'on va rendre directement applicables aux agents contractuels de droit public les garanties prévues par le Code général de la fonction publique en matière de discrimination notamment. Est-ce que tu peux nous rappeler les motifs de recrutement des contractuels? Avec plaisir, Bérénice, et ça, c'est un élément très, très important. Le recours aux agents contractuels, en théorie, doit être justifié. Le Code général de la fonction publique n'a pas changé le principe selon lequel les emplois civils permanents doivent être occupés par des agents contractuels de droit public, pardon, des agents contractuels de droit public, mais plus par des fonctionnaires, désolé. Donc le code maintient ce principe que les emplois civils permanents doivent être occupés par des agents titulaires et que, du coup, l'agent contractuel de droit public doit être une exception de dérogation. Les cas de recours aux agents contractuels de droit public qui sont repris par le Code général de la fonction publique. On va avoir les motifs qui n'ont pas changé, hein, dans la fonction publique hospitalière avec la loi de transformation. Premièrement, la nature des fonctions ou les besoins du service, qui regroupe à la fois l'absence de corps de fonctionnaires ou soit des compétences techniques particulières ou des compétences nouvelles, donc les articles L332-15 premièrement et deuxièmement. Euh, ces motifs de recrutement sont, par expérience, hein, souvent utilisés comme un outil de pré-accès au statut, sachant qu'on est aussi dans un contexte où il y a un
petit désamour quand même du statut et de plus en plus d'agents de moins en moins d'agents qui souhaitent être titulaires. Mais quoi qu'il en soit, normalement, hein, donc c'est soit l'absence de corps de fonctionnaires, c'est-à-dire pour des métiers pour lesquels il n'existe pas de corps de fonctionnaires en tant que tel. Je vais, c'est logique, recruter un contractuel, soit par, on va dire aujourd'hui, nécessité absolue de service, même si le sens du texte n'est pas là. Hein. Le sens du texte, ce serait des compétences techniques très particulières ou des compétences nouvellement prises en charge par l'administration, par l'établissement, pardon. Donc, on a deuxième motif de recrutement, c'est les besoins permanents à temps complet inférieurs à 50%, avec là-dessus, c'est en articulation avec le nouveau décret, enfin la loi de transformation et surtout le décret qu'on attendait depuis 40 ans quasiment, sur les fonctionnaires à temps non complet. Ce qui veut dire que quand j'ai un besoin à temps complet, j'ai un fonctionnaire. Quand j'ai un besoin à temps non complet dans certains types de corps, j'ai une liste de corps fixée, je vais pouvoir avoir recours à un agent titulaire à temps non complet pour une quotité de 50 à 70%. Et en dessous de 50%, si j'ai un besoin permanent à temps complet, un besoin permanent à temps non complet, je vais pouvoir recruter sur ce motif-là un agent contractuel de droit public. Ce sont ce qu'on appelle les besoins permanents sur des emplois permanents. Et c'est la raison pour laquelle, sur ces besoins permanents dans des emplois permanents, j'ai la possibilité d'avoir un CDI, un contrat à durée indéterminée, soit immédiatement, soit de droit après 6 ans, chez un même employeur, sur un emploi de la même catégorie, à partir du moment où il n'y a pas d'interruption de contrat supérieure à 4 mois entre deux périodes de contrat. Donc ça, c'est les besoins permanents, il n'y a pas de changement, si ce n'est le recours aux les décrets. Ensuite, on retrouve l'accroissement saisonnier d'activité, 6 mois sur 12, donc j'ai une augmentation saisonnière. Je prends toujours l'exemple de Castellane, dans les Alpes de Provence, où habitent mes parents. Castellane, c'est un très beau petit village, hein, ça n'a rien à voir avec la plage de Castellane à Marseille. C'est un très beau petit village des Alpes de Provence qui a 1 300 âmes l'hiver et 45 000 l'été. Et donc, pendant l'été, le centre hospitalier de Digne, à côté, voit une augmentation potentielle de son activité du fait de la boboïte, ou plus grave, consécutive aux activités d'eau vive dans le Verdon. Et bah, du coup, pendant cette période-là, j'ai un accroissement saisonnier d'activité. Je retrouve chaque année cet accroissement et du coup, je peux faire un contrat et recruter des infirmiers ou des élèves infirmiers ou des aides-soignants ou autres sur ce motif d'accroissement saisonnier d'activité pendant une durée, là, en l'occurrence, à Castellane, de 3 ou 4 mois en fonction de la durée de la période de saisonnière de l'été, des activités d'eau vive. Ensuite, l'accroissement temporaire d'activité, donc 12 mois sur 18, c'est les articles L332-23-1 et -2, et le fait de faire face temporairement à une vacance de poste. Donc, c'est que j'ai un agent qui est titulaire sur un poste et puis il part en détachement, en dispo, à la retraite. Il fait un changement d'établissement, donc il est radié des cadres et recruté par l'autre établissement. Donc le poste devient vacant. Le temps de trouver un titulaire, j'ai la possibilité d'avoir recours à un contractuel de droit public. Donc ça, ce sont les emplois, les besoins et les emplois temporaires. Et puis ensuite, hein, j'ai les besoins temporaires sur emploi permanent. Donc, ça va être le remplacement momentané d'un agent, soit autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel. Donc, je vais le recruter sur ce temps partiel, soit indisponible en raison d'un congé hors position statutaire. Hein. C'est-à-dire qu'en théorie, le congé parental ne devrait pas être concerné. Maintenant, dans les faits, c'est souvent utilisé. Et la durée du contrat étant la durée prévisible de l'agent remplacé.
Alors, est-ce que ces motifs ont une importance dans la gestion justement de ces agents contractuels? Oui, ils ont une très grande importance, hein, dans la gestion des agents contractuels de droit public, parce que, d'une part, ça sera un des éléments saillants pour définir la durée du contrat. La durée du contrat dépend de la durée du besoin. Deuxièmement, ça sera un élément très important dans le cas où je vais devoir justifier un refus de renouvellement de contrat. Contrairement à ce qu'on imagine, l'employeur public n'est pas, totalement libre, d'accepter, ou de refuser le renouvellement du contrat d'un agent, contractuel de droit public. Mais il n'a pas à motiver la décision en tant que telle, mais il doit pouvoir l'expliquer en cas de contentieux devant le juge. Et en l'occurrence, il y a de plus en plus de contentieux sur le refus de renouvellement, du contrat des agents contractuels de droit public. Le fait de revenir au motif, est un élément important. C'est-à-dire, si j'ai un agent contractuel qui est recruté sur un motif de remplacement d'un agent X ou Y, l'agent X ou Y, quand tu reviens, ça permet de justifier après, le cas échéant devant le juge, la raison pour laquelle j'ai refusé le renouvellement, du contrat. Ensuite, 2e point, vous allez devoir mettre en place, si ce n'est déjà fait, mais enfin, j'en doute un peu, la base de données sociales. Et dans la base de données sociales, il va falloir mettre, les motifs de recrutement des agents contractuels, hein. Donc il faut avoir une visibilité sur ces différents motifs de recrutement. Et quand on fait de l'accompagnement des employeurs publics sur, la mise en place, du dis des de la gestion des contractuels, la question de l'identification du motif est particulièrement, importante. Il est, vraiment très, très important de bien avoir le motif de recrutement. Et concernant l'octroi d'un CDI? Alors, l'octroi d'un CDI, comme on l'a vu, il y a 2 possibilités. C'est, soit, le CDI, immédiatement au moment du recrutement, soit, heu, le CDI après, 6 ans sur un emploi de la même catégorie, chez le même employeur, heu et heu et pour, une durée de 6 ans à partir du moment où, je n'ai pas d'interruption de 4 ans, d'interruption entre 2 contrats chez le même employeur, supérieure à, 4 mois. Donc, ça, il n'y a pas de changement. Par contre, hein, pour pouvoir avoir le droit à un CDI, il faut être sur un besoin permanent. Il faut être sur un besoin permanent. C'est-à-dire que quand je suis sur un motif de remplacement, je ne suis pas sur un besoin permanent. Je suis sur un besoin temporaire, sur un emploi permanent. Cependant, le juge administratif, contrôle la réalité du motif de recrutement. C'est-à-dire que le simple fait de mettre sur l'acte de recrutement un motif ne justifie pas ce motif. Et le juge peut très bien aller creuser pour vérifier si tout ça est bien un vrai motif et a pu requalifier des actes de recrutement sur des motifs de remplacement en besoin permanent, alors que c'est un besoin a priori temporaire, du fait de la durée du remplacement. C'est-à-dire qu'en estimant finalement qu'un agent recruté pendant plusieurs années pour remplacer plusieurs agents, il n'est pas sur un besoin temporaire de remplacement, il est sur un besoin structurel de remplacement. Et donc, il n'est plus sur un besoin temporaire, mais il est sur un besoin permanent. Alors, petite attention, même si on en sort, hein, c'est que la période d'urgence sanitaire ne compte pas dans la période d'interruption de contrat. Et si l'agent atteint justement les 6 ans en cours du contrat? Alors, s'il atteint les 6 ans en cours de contrat, il a 2 droits. Un CDI et donc, le CDD est réputé être en CDI. Alors attention, c'est différent en fonction du versant de la fonction publique, hein, sinon ce serait pas drôle et toi et moi, on aurait moins de travail. Mais dans la versant, hospitalier, dans les établissements de l'article L5, le contrat est réputé, conclu, en CDI si j'atteins les 6 ans en cours de contrat et donc l'employeur doit normalement adresser une proposition d'avenant, donc de modification du contrat en cours, en disant: «Voilà, un CDD
passe en CDI, et l'agent, il peut dire: «Non, non, j'ai pas envie, je veux rester en CDD et je veux pas un CDI», mais hors ce cas-là, eh bien, il aura le droit à un CDI. Et d'ailleurs, Bérénice, est-ce que tu connais la différence entre un contrat à durée déterminée et un contrat à durée indéterminée? Alors, le contrat à durée déterminée, il a une fin qui est fixée, alors que le contrat à durée indéterminée a une fin, mais qui n'est pas encore déterminée. Très bien dit, Bérénice. En effet, on a souvent une incompréhension, sur le caractère indéterminé. On confond le petit i de CDI avec infini. Un contrat à durée indéterminée, peut prendre fin, et le, Heu, on peut, licencier, l'agent, mais notamment pour des motifs autres que la faute ou la discipline ou autre, hein. Ça peut être simplement la disparition du besoin avec, bien entendu, une obligation de tentative de trouver une autre solution, mais on n'est pas pieds et poings liés, avec un agent qui est en, CDI. Alors, on a une question intéressante ici. Est-ce que, la durée des contrats de droit privé, que ce soit apprentissage ou CUI compte, dans la durée des 6 ans? Non, hein. Ne compte pas non plus le contrat de projet, d'ailleurs, je l'ai mis entre parenthèses, hein. Ne compte pas non plus les éventuels contrats, des agents recrutés au titre du handicap dans une optique de titularisation. On ne parle que des contrats sur les différents motifs qu'on a vus, là dans le tableau, pour avoir l'ancienneté. Mais en plus, il faut être sur, un besoin permanent au moment où j'atteins les 6 ans. Par contre, l'ancienneté acquise sur d'autres motifs, va compter dans les 6 ans, à partir du moment où c'est la même catégorie hiérarchique. Avec une question qui se pose, hein, d'un point de vue pratique aujourd'hui, c'est les aides-soignants. Ce n'est pas prévu par le texte, mais les aides-soignants étaient catégorisés, ils sont passés par catégorie B. Est-ce que l'ancienneté acquise en tant qu'aide-soignant catégorie C, compte pour, l'acquisition d'un CDI, d'un aide-soignant qui est devenu catégorie B? À mon sens, j'aurais une interprétation assez extensive en disant oui, parce que c'est un passage statutaire, mais que finalement, ce qui compte, là-dessus, c'est qu'on est sur un emploi, qui est similaire. Moi, je aurais par exemple un aide-soignant qui aurait 4 ans avant le passage en catégorie B, puis, des aides-soignants, puis après qui continue à être aide-soignant, pas de catégorie B, on reprendrait les 4 ans de catégorie C. Ça me semblerait de bonne aloi, quand bien même le texte n'est pas, clairement, ne le prévoit pas clairement, on l'a oublié, on n'a pas pensé à cette chose-là. Alors, autre, élément sur les principes généraux, c'est, le dialogue social et l'harmonisation des compétences des commissions consultatives paritaires sur celles des commissions administratives paritaires. Alors, CCPI, rappelle-moi. Alors, les commissions consultatives paritaires, pardon, c'est le pendant, des, commissions administratives paritaires pour les fonctionnaires, c'est-à-dire, c'est l'organe issu des élections, là, du 8 décembre qui, donc dans chaque département, je vais avoir un établissement support qui a dû organiser les élections de cette CCP et qui est l'organe de représentation des agents contractuels de droit public. Contrairement à ce qu'on a dit, contrairement à ce qu'on a dit, on a, on a une augmentation, en fait, des compétences de la commission administrative paritaire. Certes, elles ne sont plus compétentes en matière d'avancement, mais, il y a par ailleurs une augmentation des compétences de la commission des commissions administratives paritaires, notamment, par exemple, en matière de radiation des cadres pour invalidité après une période de congé maladie, d'office. Enfin, la radiation, d'office. Bon, les CCP, c'est l'organe de représentation des agents, contractuels et c'est devant elles, qu'on va aller pour demander, dans le cadre du processus décisionnel avant la prise de décision ou dans le cadre, d'un recours administratif préalable non obligatoire, son avis pour qu'elle se positionne sur une situation personnelle de l'agent. Donc, de manière très structurelle, le comité social d'établissement, il est compétent sur le fonctionnement de l'établissement, donc il ne se prononce pas sur les situations
personnel, et les CAP et les commissions consultatives paritaires, elles se prononcent, elles ont à connaître de situations personnelles d'agents. Et on retrouve un petit peu cette même logique dans les cadres des commissions consultatives paritaires. C'est une compétence sur les décisions, grosso modo, défavorables qui peuvent être prises par l'employeur concernant les agents, avec la possibilité aussi toujours de se dire je vais contester la position de l'employeur devant la commission consultative paritaire. Alors, quelles sont les compétences qui sont prévues? Bien, on retrouve les compétences qui existaient déjà, avis préalable nécessaire de la commission consultative paritaire sur toutes les décisions individuelles relatives au licenciement hors période d'essai. Donc, dans ce cas-là, il faut l'avis préalable de la commission consultative paritaire. Donc, si je n'ai pas cet avis-là, c'est un vice de procédure qui a privé l'agent d'une garantie et ça entraîne l'illégalité de la décision de licenciement. Tout ce qui est discipline, dès qu'on va avoir des sanctions autres que le blâme et l'exclusion temporaire de fonction, on va devoir avoir l'avis de la commission consultative paritaire. En matière de congé, c'est toutes les décisions refusant le bénéfice du congé en vue de favoriser la formation des cadres et animateurs de la jeunesse, pour avoir le BAFA ou le BAFA+. Les litiges d'ordre individuel relatifs au temps partiel et l'organisation et la décision. Alors là, c'est du recours recours administratif préalable non obligatoire. C'est-à-dire que j'ai un agent qui fait une demande de temps partiel, l'employeur, il lui dit après avis du supérieur hiérarchique, après entretien, parce qu'ils font un entretien quand je vais refuser un temps partiel, par une décision motivée, refuser le temps partiel. Et du coup, l'agent il peut contester cette décision en recours administratif préalable non obligatoire devant le juge, devant la commission consultative paritaire ou parallèlement devant le juge, c'est pas obligatoire. Les décisions qui refusent une demande de congé au titre du CET et les décisions qui refusent une décision à renouvellement de télétravail sont aussi contestables en recours administratif préalable devant la commission consultative paritaire, et tout ce qui va être lié à la valeur professionnelle, le compte-rendu de l'entretien professionnel. Autre compétence, le non-renouvellement de contrat des agents investis dans le mandat syndical. Donc là, c'est un avis préalable qui doit être recueilli. Les décisions qui refusent un congé pour formation syndicale ou un congé de formation des élus du CSE. Là aussi, la CCP doit en connaître pour mieux éviter. Les décisions qui refusent la mobilisation du CPF ou une demande d'action de formation, notamment inscrite en haut plan, ou de congé de formation professionnelle ou d'une période de professionnalisation. Les décisions ayant pour objet de dispenser l'agent de l'obligation de servir, c'est plutôt assez rare, mais ça peut arriver dans la FPH. Et enfin, tout ce qui va être lié à la préparation à un concours. Donc, tout un volet formation qui est renforcé. Donc le rôle de la commission consultative paritaire en matière de formation. L'agent va être amené à pouvoir saisir la commission consultative paritaire. Donc, on a une question là sur la CCP en matière disciplinaire, mais on y reviendra après. Bérénice va nous expliquer cette composition tout à l'heure quand on parlera de la discipline puisqu'on va en parler un petit peu, et puis sur le fait que l'agent peut être présent ou pas. Donc, autre élément de modification, c'est l'application aux agents contractuels de droit public des éléments du Code général de la fonction publique en matière de protection contre les discriminations. Alors, c'est quoi pour toi une discrimination, Bérénice? C'est lorsqu'on va traiter différemment, du moins
de manière moins favorable un agent et on va se baser sur, par exemple, son âge, son sexe, son état de santé, sa nationalité. Oui, donc on serait, d'après ce que tu me dis, dans, un traitement, moins favorable d'une personne placée dans une situation, comparable à une autre, qui est fondée sur, tu as parlé d'état de grossesse et compagnie, un motif, prohibé par la loi, c'est tout? Bah, faut que le traitement, le traitement défavorable par rapport à la situation administrative de l'agent, donc par exemple, parce qu'on va refuser son recrutement, une promotion, donc dans aussi des domaines qui seraient déterminés. Oui, c'est ça, le troisième motif, c'est dans des domaines déterminés par la loi. Donc, on a ces 3 notions. Il n'y a pas forcément de caractère nécessairement, intentionnel, hein, mais on a ces un traitant moins favorable de personnes placées dans une, situation comparable, sur un motif préalable par la loi et dans un domaine déterminé par la loi. C'est ce qui a été posé comme principe par la loi de 2008. Alors, heu, qu'est-ce qu'on a comme motif, prohibé par la loi? Heu, donc, on a 3 grands types de motifs, prohibés de motifs prohibés par la loi, sur laquelle on va se baser pour prendre, les décisions. Heu, 1°, ça va être tout ce qui est lié au, caractère personnel intangible. Donc, c'est l'origine réelle et supposée, le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, le handicap, l'âge, l'apparence physique, les caractéristiques génétiques. Tout ça, c'est des éléments, qui sont là, et qu'on peut difficilement, entre guillemets, «modifier». Heu, donc, on est, sur une caractéristique, là où l'agent il peut rien y faire, il est comme ça, se baser, sur cet état-là pour prendre une décision, eh bien, on se base sur un motif prohibé, par la loi. Deuxièmement, on a, les libertés, individuelles et collectives, c'est-à-dire, tout ce qui est, valeurs fondamentales d'ordre constitutionnel, qui sont, nécessaires au bon fonctionnement de la société. Le la liberté d'avoir un choix religieux, les orientations politiques ou philosophiques, les mœurs aussi. Tout ça, ce sont des éléments qui sont liés à des libertés individuelles et dont on ne devrait pas, sur lesquelles on ne devrait pas s'appuyer pour prendre des, décisions. Et enfin, troisième grand type, ce sont les caractéristiques, évolutives. C'est quelque chose d'un peu plus entre guillemets, «moderne», heu, qui se sont construits au fur et à mesure et qui s'enrichissent, au fur et à mesure de l'évolution, législative et réglementaire. C'est une situation, mais qui peut évoluer, qui n'est pas intangible. Donc, bon, le plus connu étant, la santé et l'état de grossesse, la situation de famille. La nationalité, le lieu de résidence, le domicile bancaire, la perte d'autonomie, hein, tout ça, ce sont des éléments qui sont, évolutifs. Ça, c'est là, les motifs prohibés par la loi. C'est-à-dire que je ne peux pas me baser sur ce motif-là pour prendre une décision dans un domaine déterminé par la loi. Et c'est ces domaines qui sont étendus justement par les derniers textes? Tout à fait, Bérénice, tu as raison. Ce sont ces domaines-là qui sont étendus. Donc le décret prévoit expressément maintenant que, en matière, de discrimination, les domaines sont, bon, les mêmes qu'on retrouve pour les fonctionnaires et qui étaient déjà utilisés par le juge: le reclassement, la discipline, la mobilité, la promotion, la formation, l'évaluation, le non-renouvellement de contrat, la portabilité du contrat, le, recrutement, des, agents, la, détermination ou la réévaluation de la rémunération. Alors,
Parlant de rémunération, est-ce que tu peux nous préciser comment fixer, faire évoluer la rémunération des agents contractuels de droit public? Oui, avec plaisir, mais avant ça, j'aimerais juste revenir sur un petit point, c'est, la question de bien faire la différence entre le fait de prendre une décision qui s'appuie dans un de ces domaines sur un motif déterminé par la loi et de prendre une décision sur un autre motif que ceux qui sont déterminés par la loi dans ces situations, alors même que l'agent est dans une situation qui concerne un motif prévu par la loi. Je m'explique. Est-ce que j'ai le droit de refuser le renouvellement du contrat d'une personne qui est homosexuelle? Oui, à partir du moment où je ne le fais pas parce qu'il est homosexuel. Donc, il faut bien avoir conscience de ça. Est-ce que j'ai le droit de refuser le renouvellement de contrat d'un agent qui est bénéficiaire de l'obligation d'emploi? Oui, à partir du moment où je ne le fais pas parce qu'il est bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Alors, pour répondre à ta question de la rémunération, avec plaisir, on va voir comment est fixée la rémunération, comment évolue la rémunération, et puis surtout, quel est le contrôle du juge en matière de rémunération. On a quand même une évolution jurisprudentielle très très intéressante aujourd'hui, qui est sur l'impulsion de l'Europe notamment, où on a une véritable interrogation autour de ce qu'est la rémunération des agents contractuels. Alors, euh, premièrement, comment est composée la rémunération des agents contractuels de droit public? On a eu, par la loi de transformation de la fonction publique, une modification de l'article 20 du titre 1 qui a été reprise par le Code général de la fonction publique, où on nous indique les éléments qu'on doit déterminer, qu'on doit utiliser pour déterminer la rémunération de l'agent contractuel, et on nous rappelle aussi qui est compétent. Alors déjà, qui est compétent pour déterminer la rémunération d'un agent contractuel de droit public? C'est l'autorité détentrice du pouvoir de nomination. C'est le directeur, c'est la directrice qui sont compétents, et c'est eux seuls qui sont compétents pour déterminer la rémunération d'un agent contractuel de droit public. Et sur quels critères il doit se baser? Il doit tenir compte des fonctions exercées par l'agent, de la qualification requise pour exercer ces fonctions, de l'expérience de l'agent. Ce sont les seuls critères qu'on doit utiliser. Mais remarquez qu'on est sur une appréciation quasiment au cas par cas, et que prévoir une règle automatique de rémunération des agents contractuels au premier échelon du grade est un élément qui est contraire à cet article L713-1 du Code général de la fonction publique. Je dois regarder quel est le poste de l'agent et quelle est son expérience. Donc, c'est à la fois lié à son poste, au motif de recrutement ou de l'activité qu'il va faire dans l'établissement, mais aussi à intrinsèquement ce qu'il a comme expérience professionnelle. Si je recrute une aide-soignante qui a 15 ans d'expérience professionnelle, je ne la rémunère pas avec une rémunération équivalente à celle du premier échelon. Ce serait illégal. Le texte introduit aussi la possibilité de pouvoir tenir compte des résultats individuels ou collectifs du service pour déterminer la rémunération des agents contractuels de droit public. C'est extrêmement moderne, hein, ça, comme fonctionnement. Et c'est tout à fait possible de le mettre en place. Il y a une grande liberté qui est laissée à l'employeur pour déterminer la rémunération d'un agent contractuel de droit public autour de 3 principes. Le premier principe, c'est
la stipulation du contrat qui va déterminer les éléments de rémunération des agents contractuels, avec d'ailleurs aussi la possibilité de créer, après avis du comité social d'établissement, une ligne directrice de gestion sur la détermination de la rémunération des agents contractuels de droit public. Deuxième principe, c'est que on a une absence d'homogénéité de la structuration de la rémunération des fonctionnaires par hasard aux agents contractuels qui sont dans le cadre de rémunérations différentes. Et troisième principe, je l'ai dit, seule l'autorité investie du pouvoir de nomination est compétente pour fixer la rémunération d'un agent contractuel de droit, de droit public. Donc, c'est à chacun de déterminer ces modalités de fonctionnement des agents contractuels de rémunération des agents contractuels de droit public. Alors, est-ce qu'il est illégal d'appliquer une reprise d'ancienneté pour les agents contractuels de droit public? C'est pas tellement ça. C'est est-ce qu'un agent, en fait, toutes les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public, pardon, toutes les dispositions applicables aux fonctionnaires de classement, de reprise d'ancienneté pour le classement, concernent les fonctionnaires. Est-ce que quand je recrute un agent contractuel de droit public, je dois lui appliquer les dispositions applicables aux fonctionnaires? Certainement pas. D'ailleurs, en termes de structuration de la rémunération, j'ai absolument pas l'obligation ni le besoin nécessairement de lier la rémunération des agents contractuels de droit public avec un corps, un cadre, un échelon et un grade. C'est quelque chose de complètement différent. J'ai d'ailleurs même pas l'obligation de donner à l'agent contractuel de droit public une rémunération indiciaire. Je peux tout à fait fixer pour l'agent contractuel de droit public une rémunération forfaitaire. L'agent percevra 2 500 € bruts. Point. Mais je peux aussi dire, mon agent percevra une rémunération correspondant à la rémunération d'un aide-soignant de classe exceptionnelle du 4e échelon. Rémunération indiciaire. J'ai une liberté là-dessus de le faire. Alors, tout dépendra aussi de ma politique d'établissement, de la façon dont j'entends faire évoluer la relation professionnelle avec les agents. Il y a des employeurs, par exemple, qui vont utiliser la période de contractuel comme une période de pré-titularisation. Je suis contractuel pendant un temps, puis après, je deviens titulaire. Alors là, du coup, il faut faire attention parce qu'on a la question pour certains corps de la maintien de la rémunération de l'agent contractuel. Donc, si je fixe une rémunération très importante, quand l'agent va être mis en stage, il aura dans la limite de l'échelon sommital un maintien de rémunération. Donc tout ça, c'est toute une politique de gestion, mais en tout état de cause, c'est l'employeur qui l'a défini et qui doit s'appuyer sur les éléments qui sont prévus par l'article L713 du Code général de la fonction publique, qui est le poste, les suggestions du poste et l'expérience professionnelle de l'agent. Donc, c'est à la fois lié au poste et à la fois lié à l'agent en tant que tel. Il y a aussi souvent une incompréhension sur les primes que je peux verser ou pas aux agents contractuels de droit public. Là-dessus, par exemple, dans l'arrêt du 23 mars 2019 que vous avez sur la diapo, sur le paragraphe du milieu, c'est un arrêt qui est beaucoup utilisé pour dire que les agents contractuels de droit public n'ont pas le droit à la prime de service. Ce n'est pas tout à fait ça que dit l'arrêt. L'arrêt, il nous dit que le ministre qui a rédigé l'arrêté sur la prime de service du 24 mars 67 n'avait pas de compétence pour fixer la rémunération des agents contractuels de droit public des établissements, dans la mesure où la compétence juridique appartient au directeur d'établissement. Et donc, l'arrêté qui me dit que les agents contractuels ont droit à la prime de service, parce qu'il le dit, l'arrêté, il est
illégal au sens où eh bien, le ministre n'était pas compétent pour le faire. Ce qui veut dire qu'on a tout à fait la possibilité de créer un régime indemnitaire équivalent à quelque chose qui se rapprocherait de la prime de service pour les contractuels. D'ailleurs, l'article L713 me dit bien qu'on peut créer, on peut dans la rémunération prévoir une rémunération tenant compte des résultats collectifs. Donc, les agents contractuels n'ont pas le droit à la prime de service. Non, le ministre n'avait pas le droit de prévoir que les agents contractuels ont le droit à la prime de service. Voilà, ok. Faut vraiment comprendre cette liberté-là. Qui plus est, autre exemple, et qui est très intéressante, c'est la question de la NBI. Bérénice, est-ce que les agents contractuels de droit public ont le droit à la NBI? Ben, je raisonnerais de la même manière, si on la fixe dans la rémunération, mais ce n'est pas prévu par les textes qu'ils aient la NBI. Alors, là-dessus, les textes sur la NBI, la loi de 91 et tous les décrets d'application me disent bien que seuls les fonctionnaires ont le droit à la NBI, ce qui, a priori, exclut les contractuels. Il y a eu un recours récemment d'organisations syndicales qui disaient c'est pas juste et compagnie. Et le juge nous dit, et c'est là où c'est très intéressant, oui, les contractuels n'ont pas un droit à la NBI. Mais est-ce que ça en fait une absence, une illégalité, une inéquité dans la gestion? Non. Pourquoi? Dans le droit, pardon. Non. Pourquoi? Parce que la question des technicités, puisque la NBI, c'est pour tenir compte de la technicité des postes ou des sujétions particulières liées à l'affectation. Cette technicité doit justement être déterminée, doit être prise en compte dans la rémunération des agents contractuels au moment de leur détermination. C'est-à-dire que, est-ce qu'un agent contractuel de la fonction publique a le droit à la NBI prévue par la loi de 91? Non. Est-ce qu'il pourrait prétendre à une prime équivalente à la NBI, ou est-ce qu'il devrait tenir compte de l'existence d'une NBI pour les titulaires sur un poste sur lequel il est recruté? Oui. Donc, il n'a pas le droit à la NBI en tant que tel, mais on peut tout à fait soit créer un régime indemnitaire spécifique pour les agents contractuels dans des conditions équivalentes à celles des fonctionnaires et notamment la NBI. Et en tout état de cause, on pourrait le définir dans le recrutement, dans la détermination de la rémunération. Donc, on a vraiment cette question du, comme le rappelle le Conseil d'État le 21 juillet 2022, le fonctionnaire et le titulaire sont dans des situations différentes. La détermination de leur rémunération, qui tient compte des critères qu'on a vus, eh bien, se fait contractuellement, et on peut tout à fait, ce que j'encourage à faire, rédiger une ligne directrice de gestion sur la détermination de la rémunération des agents contractuels dans l'établissement, afin d'assurer la cohérence et une certaine similarité dans la détermination de la rémunération des agents contractuels de droit public. Donc voilà, on est sur cette situation. Alors, je réponds vraiment, hein, l'intéressé percevra mensuellement une rémunération en fonction de l'indice majoré minimum des grilles de la fonction publique inférieur multiplié par le point d'indice hors indemnité. Est-ce légal? Car aucune référence exacte aux chiffres. Alors, le problème là-dessus, spectateur anonyme, c'est que c'est difficile de vous répondre, mais en faire un principe général pour tous les agents, bien entendu, ça ne va pas. Parce qu'en fait, on ne tient pas compte du poste et on ne tient pas compte de l'expérience de l'agent. Donc, déjà, là, ça ne va pas. Ensuite, on peut faire référence à un corps, un grade et un échelon pour ensuite s'exonérer des questions d'évolution de l'indice à l'intérieur de l'échelon. Mais on doit le faire grâce quasiment au cas par cas, ou du moins organiser tout ça dans une ligne directrice de gestion. On a une question aussi sur la renégociation de salaire. Alors, on va y revenir après, ouais. sur l'évoluer. C'est la question suivante. Peut-être que, on y arrive
directement maintenant, c'est comment évolue la rémunération des agents contractuels dans le public, hein. Je pense que c'est la question que tu voulais me poser, Bérénice. Je t'ai un petit peu coupé, je lancé, hein, dans ma présentation, mais cette réévaluation de la rémunération des agents contractuels se fait au minimum tous les 3 ans et non pas tous les 3 ans. En plus de ça, ne sont concernés pas que les agents en CDI, hein, sont concernés aussi les agents qui sont recrutés sur un besoin permanent en CDD pendant 3 ans chez le même employeur. Donc, c'est au minimum tous les 3 ans. Je le dis autrement, et d'ailleurs c'est le sens de la jurisprudence, un agent contractuel de droit public en CDI ou en CDD sur un besoin permanent a le droit à ce qu'on se pose la question de la réévaluation de sa rémunération au minimum tous les 3 ans. C'est-à-dire que tous les 3 ans, il faut que l'employeur se positionne et prenne une décision. Une décision qui peut être « bon non, pas d'évolution de la rémunération ». Réévaluation ne veut pas dire augmentation. Après, je peux tout à fait faire évoluer la rémunération avant 3 ans. C'est une réévaluation au minimum tous les 3 ans et pas une réévaluation tous les 3 ans. Donc c'est minimum. Je peux le faire avant. Il y a une liberté, là encore, de l'employeur. Par contre, les critères sur lesquels il doit s'appuyer, c'est les résultats de l'entretien professionnel et l'évolution des fonctions. Là encore, contrairement à ce qu'on peut imaginer, il n'y a pas une liberté de l'employeur. C'est-à-dire que le juge, il va aller en cas de contentieux contre une décision de refus d'augmentation, par exemple, d'évolution positive de la rémunération. Le juge, il va regarder les résultats de l'entretien professionnel et aussi l'évolution des fonctions. Et si j'ai un agent qui a des super évals, des super entretiens professionnels, excellent agent, formidable, qu'il a repris de nouvelles fonctions, ça va être un tantinet difficile de pouvoir justifier en cas de contentieux un refus de réévaluation positive de la rémunération. D'ailleurs, le juge, sur ce plan-là, fait un contrôle de la rémunération, donc de la détermination de la rémunération et de l'évolution de cette rémunération, dans le cadre, certes, de l'erreur manifeste d'appréciation, mais le juge fait quand même ce contrôle. Alors, la réévaluation de la rémunération au moins tous les 3 ans doit se faire de manière automatique. C'est-à-dire, je devrais convoquer l'agent à un entretien, lui dire voilà hein, ce qui se passe et compagnie, les entretiens et autres, et je te notifie ma décision de réévaluation ou de refus de réévaluation positive de la rémunération avec les voies et délais de recours. Et si cette décision n'est pas prise au minimum tous les 3 ans, s'il n'y a pas une réévaluation, donc une étude de la situation de l'agent pourra être devant le juge pour demander une injonction à cette réévaluation de la rémunération. Alors, donc après la rémunération, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les modifications qui concernent cette fois la gestion courante des agents? Oui, avec plaisir, Bérénice, on a plusieurs éléments. Premièrement, on a quelques précisions. Bon, c'est la reprise de la jurisprudence, mais sur la période d'essai. Le rallongement de la période de protection contre le licenciement, et la modification des congés liés aux enfants, ou dans la droite ligne de ce qui a été fait pour les fonctionnaires et en matière aussi de retraite, là, dernièrement. Donc premièrement, la question du ah oui, et puis dernier point, pardon, oui important, l'extension du versement de l'indemnité compensatrice de congés payés, qui sous la pression entre guillemets du droit européen. Alors,
Concernant la période d'essai, un petit rappel, hein, la détermination de la durée de la période d'essai dépend de la durée du contrat, donc 1 jour par semaine dans la limite de 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 4 mois, en fonction de la durée du contrat initial, avec la possibilité de renouveler cette période d'essai, une fois pour sa durée, initiale, et avec un entretien préalable nécessaire avant, de, licencier l'agent en cours ou au terme de la période d'essai. Et ça, par rapport au privé, c'est une petite différence, mais c'est pas la c'est souvent qu'on a des petites différences par rapport au privé. Dans le privé, on fait une rupture de la période d'essai. Dans la fonction publique, pas du tout, on fait un licenciement. Un licenciement, soit en cours de période d'essai, soit au terme de la période d'essai. Si c'est, en cours de période d'essai, la décision doit être motivée. Ça veut dire que sur la décision en tant que telle, il faut que je retrouve les éléments qui, justifient, le licenciement. Et au terme de la période d'essai, il n'y a pas besoin de motivation, mais attention, c'est pas parce qu'il n'y a pas besoin de motivation que la décision ne doit pas être motivable. Donc, il me faut quand même un motif. Enfin, il faut que je puisse pouvoir expliquer pourquoi on a refusé. Enfin, pardon, refusé, on a licencié l'agent pendant la période d'essai. Et ce qui, a été introduit par le décret, hein, c'est, simplement le fait que, bien entendu la période d'essai, mais surtout la possibilité de la renouveler doit être expressément stipulée au contrat. C'est-à-dire que si c'est pas stipulé au contrat, je ne peux pas refuser le, renouvellement de la période d'essai. La période d'essai, bien entendu, n'est, appliquée que pour le premier contrat. Donc, si j'ai un agent, qui est recruté sur un motif, en CDD et que derrière on lui propose un CDI, on n'a pas de période d'essai, et par ailleurs, hein, si j'ai un agent qui est en CDD et on me propose un renouvellement de contrat, il n'y a pas non plus de période d'essai, hein. La période d'essai, c'est pour vérifier la valeur professionnelle de l'agent. Je la fais que pour le nouveau contrat. Par contre, si je recrute un agent sur un autre type d'emploi, là, je peux mettre une période d'essai. C'est possible. Dans ton introduction, tu nous as parlé du rallongement de la période de protection contre le licenciement. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, hein, là-dessus, comme vous le savez, on ne peut pas licencier un agent qui est en état de grossesse, ou dans le cadre d'un congé qui est lié à l'accueil de l'enfant, donc maternité, paternité, accueil de l'enfant. Le licenciement ne pouvait être prononcé avant l'expiration d'une période de 4 semaines suivant l'expérience des congés. Là, on remplace la durée de 4 semaines par 10 semaines. Donc, le licenciement d'un agent, qui arrive à l'issue, d'une période de congé liée à l'enfant, bah, il faut que j'attende 10 semaines, c'est-à-dire un peu plus de 2 mois et demi, avant de pouvoir le, licencier, si bien entendu j'entends le, licencier. Alors, on a une question qui concerne justement la période d'essai. Est-ce que c'est possible de mettre fin à une période d'essai pendant un arrêt maladie? Et on avait également eu la question de savoir est-ce qu'on, enfin, concernant le renouvellement d'un agent qui serait justement en arrêt maladie, est-ce qu'il y a des impacts sur la gestion de l'agent contractuel? Alors, il y a, 2 éléments, concernant la, la question de la période d'essai pendant un congé maladie, c'est tout à fait possible, hein. Tout comme, le fait, de, refuser le renouvellement d'un agent, du contrat d'un agent qui est en contrat, heu, alors que le contrat arrive à son terme, alors qu'il est en congé maladie, voire même en état de grossesse. Un agent qui est en état de grossesse, qui arrive au terme de son contrat, je peux renouveler son contrat, à partir du moment où je ne le fais pas parce qu'il est en état de grossesse. Tout comme, un agent qui est en congé maladie, je peux refuser le renouvellement de son contrat sous réserve que je ne le fasse pas sur, sur le motif du fait qu'il soit en congé, maladie. Heu, donc c'est indépendant. J'ai recruté un agent
sur un motif, ce motif arrive à son terme, je peux refuser le renouvellement de l'agent contractuel, qu'il soit en état de grossesse ou qu'il soit en congé maladie. Par contre, si je refuse le renouvellement du contrat d'un agent parce qu'il est en état de grossesse, eh bien, on est sur un motif, l'état de grossesse, dans un domaine, le recrutement, qui est prohibé par la loi. Et en l'occurrence, si mon agent qui n'était pas en état de grossesse, on aurait renouvelé son contrat, on remplit Bérénice les conditions de la Discrimination. voilà, et donc c'est une décision illégale à caractère discriminatoire. Donc non seulement je vais avoir des dommages et intérêts à payer à l'agent, mais ces dommages et intérêts seront majorés du caractère discriminatoire de la, de la, de la décision. Et je suppose que c'est pareil pour l'accident de travail. Est-ce qu'on a la question Bien sur... entendu, hein, je peux licencier un agent ou refuser le renouvellement de l'agent en accident, en congé imputable. D'ailleurs, ça pose en creux une question qu'on n'a pas posée. C'est la question de l'impact de l'absence de l'agent durant une période pendant la période d'essai. Très étonnamment, aucune disposition et aucune jurisprudence n'est venue de principe, hein, n'est venue clairement régler cette question de savoir si l'absence de l'agent durant la période d'essai, quel qu'en soit le motif, va venir rallonger la période d'essai comme c'est le cas dans le privé. Du coup, il vaut mieux éviter et aucune disposition non plus n'empêche de licencier un agent qui est pendant la période d'essai, qui est en congé pour accident du travail, maladie professionnelle ou accident ou maladie, à partir du moment où je le fais pour un autre motif que celui qui est l'état de santé de, heu, de l'âge. Alors autre modification, c'est la modification donc concernant les congés. Donc on a ce congé que j'ai très rarement vu appliqué pour les contractuels, le congé non rémunéré pour élever un enfant qui passe, de 8 à 12 ans. Heu, autre modification, la question du congé parental, donc qui n'est plus accordé par période de 6 mois, mais par période de 2 à 6 mois, renouvelable par nécessité de conclusion. Donc ce qu'on change, c'est la période de 2 à 6 mois. Donc on peut faire 2 mois et demi, 3 mois. Et ces 2 types de congés sont pris en compte maintenant, comme pour les fonctionnaires sur l'avancement, dans l'ancienneté nécessaire pour le réexamen et l'évolution de conditions de rémunération, l'ouverture des droits à congé des agents, le recrutement par voie de concours interne le cas échéant, la détermination du classement d'échelon lors de la titularisation. Donc concrètement, j'ai un agent contractuel qui a eu un congé parental, c'est plus faisable, hein, que le congé non rémunéré pour, élever un enfant, enfin c'est plus fréquent pendant 6 mois, puis qui est titularisé. Ces 6 mois avant n'étaient pas pris en compte normalement puisque ce n'est pas du service effectif. Aujourd'hui, il faudrait les prendre en compte parce que c'est du service effectif, hem, de l'agent. Alors dernière question, sur, cette question du CDI. Peut-on mettre fin à un contrat en CDI pour un agent en arrêt suite à un accident de service depuis plus d'1 an et qui sera pour un en arrêt jusqu'à l'ouverture des droits à la retraite? Bah, oui, enfin, c'est pas qu'on met fin, c'est que, on le licencie, hein. C'est licencié pour inaptitude physique. Donc, là, on n'est pas sur le refus de renouvellement, mais on est sur le licenciement. C'est tout à fait possible. En suivant la procédure de licenciement, bien sûr, qui nécessite l'avis de la commission consultative paritaire et l'avis d'un médecin agréé. Mais ceci est une autre histoire assez complexe. Donc sur les congés, donc congé parental, passage de 2 à 6 mois et prise en compte des périodes de congé parental dans la gestion commune des conditions d'ancienneté de l'agent. De manière générale, hein, ce qui fait que ici vous avez les différents types de congés, qui sont, pris en compte, dans l'ancienneté pour déterminer les droits à congé. Ça, c'est quelque chose qui est assez souvent mal géré parce que j'ai pas les outils, mais tous ces congés-là, sont pris en compte, dans, le cadre dans la détermination, de l'ancienneté pour avoir le droit aux différents types de congés rendus nécessaires,
les conditions d'ancienneté rendues nécessaires pour avoir le droit à ces différents congés. Et enfin, l'indemnité compensatrice de congés payés. Est-ce que tu peux nous en dire plus et quelles sont les modifications qui ont été apportées? Alors oui, donc on a un contexte, hein, qui est, que, qui est, celui de l'Europe, avec une évolution, hein, liée au congé et à l'ICCP. Je pense que tu as suivi, et je pense que les autres ont suivi cette jurisprudence européenne qui a érigé les congés annuels en principe du droit social européen. Et avec toute une jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui s'est développée autour de ces congés, ou qu'on a retrouvé à travers le report des congés annuels du fait de la maladie, et avec une jurisprudence de 2012, hein, qui nous disait que, eh bien, au final, toute personne a le droit de pouvoir jouir de ses droits à congés annuels, congés payés, y compris sous forme pécuniaire si jamais il n'a pas pu les prendre. Donc, on a dans la continuité de cette jurisprudence européenne et de la jurisprudence administrative, l'extension du versement de l'indemnité compensatrice de congés payés aux agents contractuels qui démissionnent ou qui, dans le cadre d'une fin de CDD, sous réserve qu'on puisse que l'agent puisse prouver que il n'a pas pu prendre ses congés annuels du fait de l'administration. Donc, jusqu'à présent, enfin jusqu'à quelques mois, un agent contractuel n'avait le droit à l'ICCP normalement, d'un point de vue réglementaire, que s'il était licencié. Aujourd'hui, il pourra avoir le droit s'il démissionne ou s'il y a une fin de CDD, mais pour ça, il faudra qu'il prouve qu'il est demandé à utiliser ses congés et qu'on l'ait empêché de poser ses congés. Donc, il faut que cette impossibilité de prendre le congé soit la conséquence de la position de l'administration. Mais en tout état de cause, j'ai un agent qui démissionne, eh bien, il aura, et que je ne peux pas lui laisser prendre ses congés, eh bien, il aura le droit à l'indemnité compensatrice de congés payés, 10% de sa rémunération brute, et puis après au prorata du nombre de jours pris, bien sûr, hein, en fonction de ce qui lui reste. Alors, quelques questions qui sont arrivées entre-temps. Peut-on mettre fin à un contrat en CDI pour un agent en arrêt suite à un accident? Je l'ai dit, oui, ça s'appelle un licenciement. Quel est le nombre de jours minimum que l'on peut accorder en congé sans rémunération pour raison personnelle? Il n'y en a pas. C'est un petit peu comme la disponibilité, il y a une durée de jours maximum. Ensuite, sur l'ICCP, l'agent en CDD qui est en arrêt maladie et pour lesquels, à plusieurs reprises, les congés restants n'ont pu être pris avant la fin de contrat. Alors, je ne comprends pas tout à fait le cas, mais en tout état de cause, un agent qui n'a pas pu prendre ses congés annuels, que ce soit du fait de l'administration ou aussi, hein, que ce soit du fait de son état de santé, hein, qu'il soit en congé maladie, oui, bien entendu, il aura le droit à l'indemnité concentratrice de congés payés. Enfin, j'ai une dernière question. Un agent en congé maladie peut faire l'objet d'un renouvellement de contrat. Bérénice? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On peut ne pas renouveler le contrat, mais il ne faut pas se baser sur le motif de l'arrêt maladie, de l'état de santé de l'agent. Sinon, on C'est est dans ça. la discrimination. Je peux refuser le renouvellement de contrat d'un agent qui est en congé maladie, sous réserve que je ne le fais pas parce qu'il est en congé maladie. Voilà, hein. Ou ça peut être sur un motif d'inaptitude, mais pour ça, il faudrait que j'ai l'avis du médecin agréé. Alors après, il y a une petite jurisprudence, hein, qui se crée autour du caractère très pratique de l'impact des absences sur la situation des agents. Où j'ai le juge qui a pu considérer que dans le cas où j'ai un agent fréquemment et qu'il est fréquemment absent de son poste dans le cas d'un congé maladie et qui est recruté sur un besoin, par exemple, de remplacement, on peut considérer que j'aurai un besoin qui est un besoin de nécessité de service. Parce qu'il est recruté pour remplacer quelqu'un, lui-même, il n'est pas là, donc ça pose une question de nécessité de service. Parce que, bon,
tout un webinaire d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur les ANFH, je pense, sur cette question-là. L'employeur doit avoir un argument de nécessité de service pour refuser le renouvellement du contrat d'un agent contractuel. Voilà, hein, tout simplement. Alors, justement, on a eu pas mal de questions sur les congés maladie. On va avoir dernière question sur l'ICCP. Si un agent ne fait aucune demande de congé durant son CDD, que l'administration n'y fait pas attention, mais ne refuse pas la fin de ses droits à congé, eh ben, on aurait de quoi, hein, défendre le fait qu'il n'ait pas le droit à CCP parce que, à l'indemnité compensatrice de congés payés, puisque c'est pas l'administration qui l'a empêché de prendre ses congés. Donc, s'il n'est pas en congé maladie ou pour raison de santé ou grossesse, qu'il était en activité, qu'il n'a pas fait de demande de congé, on pourrait se défendre en disant bah, l'agent n'a pas fait de demande, donc je n'ai pas à lui verser l'indemnité compensatrice de congé payé. Donc, les congés pour raison de santé des agents contractuels. Alors, un rapide rappel. Donc, on a le congé ordinaire de maladie, le congé pour accident du travail ou maladie professionnelle, le congé de grave maladie et le congé maternité. Depuis quelque temps, hein, déjà, on a ici plus de conditions d'ancienneté pour avoir le droit à un congé maternité rémunéré. Hein, dès le recrutement de l'agent, mon agent qui se retrouve remplir les conditions pour avoir un congé d'accueil de l'enfant, quelle qu'en soit la nature, il a le droit à ce congé rémunéré. Donc, le congé non rémunéré, c'est-à-dire que mon agent qui n'a pas l'ancienneté nécessaire pour avoir le droit à un congé rémunéré de l'employeur, il peut avoir un congé non rémunéré de l'employeur. Il percevra, s'il a rempli par ailleurs les conditions, les indemnités journalières de sécurité sociale. Et si il est toujours en état d'inaptitude temporaire à l'issue d'un congé rémunéré, eh bien, il sera mis aussi en congé non rémunéré et éventuellement percevra les indemnités journalières de la sécurité sociale. Alors, pour ces conditions d'ancienneté, pour avoir le droit à ces congés rémunérés, c'est justement ce que j'évoquais, et c'est la raison de cette diapo, c'est qu'on a une nouvelle liste du coup, hein, des périodes qui sont prises en compte dans l'ancienneté pour avoir le droit à ces congés rémunérés, avec notamment les congés formation et puis le congé parental dans la limite de 5 ans qu'on va reprendre dans cette ancienneté. Alors, temps partiel pour motif thérapeutique. Là-dessus, on a quand même une modification qui me pose un petit peu problème, je vous l'avoue. Petit rappel, hein, les agents contractuels de droit public sont en ce qui concerne les risques de temps partiel pour motif thérapeutique, affiliés à la CEPAM et uniquement à la CEPAM. Et je n'ai aucune disposition qui prévoit expressément le fait qui prévoit, pas expressément, qui prévoit le maintien de rémunération, comme pour les fonctionnaires, à 100% d'un agent bénéficiaire d'un temps partiel pour motif thérapeutique. Donc, un agent contractuel bénéficiaire d'un temps partiel pour motif thérapeutique, je lui fais exercer ses fonctions à temps partiel et il est rémunéré à temps partiel. Et là, je fais des déclarations de salaire mensuellement sur la rémunération maintenue afin que la caisse étudie et calcule les indemnités journalières de temps partiel pour motif thérapeutique. Donc, on a ce fonctionnement-là, avec sans maintien de rémunération. Du coup, on devrait avoir le complément par la caisse primaire d'assurance maladie des indemnités journalières de sécurité sociale. Simplement, il faut bien avoir conscience que au régime général de la sécurité sociale, la durée de versement, la durée du temps partiel pour motif thérapeutique, c'est combien, Bérénice? 1 an? C'est 1 an de plus que les droits à indemnité journalière de sécurité sociale. Alors, les droits à indemnité journalière de sécurité sociale, c'est 1 an d'IJ ou 3 ans si j'ai une affection de longue durée. Ce qui veut dire que le temps partiel pour motif thérapeutique,
il va durer potentiellement jusqu'à 4 ans. Si j'ai une affection de longue durée et que je n'ai pas d'arrêt en tant que tel, mais je peux avoir un temps partiel pour motif thérapeutique de 3 ans plus 1. 3 plus 1, ça fait 4. Et c'est la durée du temps partiel pour motif thérapeutique. Le problème, c'est que le décret 91-155 me dit que pour avoir le droit à un temps partiel pour motif thérapeutique, il faut que je satisfasse aux conditions du régime général de la sécurité sociale. C'est-à-dire que normalement, il faudrait l'avis conforme du médecin de la CEPAM. Dans les faits, en fait, il y a une règle de gestion de la CEPAM qui dit, de la caisse de sécurité sociale qui dit que, grosso modo, il n'y a pas le temps et que on satisfait aux demandes de temps partiel pour motif thérapeutique sous réserve de la présentation d'un certificat médical et qu'il ne faut pas attendre d'accord d'indemnisation de la caisse. Parce qu'en fait, si vous attendez l'accord d'indemnisation de la caisse, vous pouvez attendre 6, 7, 8, 9 mois. Hein. Il est possible que vous ne l'ayez jamais. Donc, du coup, eh bien, il faut octroyer le temps partiel pour motif thérapeutique à l'agent et le payer à temps partiel. Au régime général, comme je le disais, eh bien, normalement, on est sur un temps partiel pour motif thérapeutique qui peut durer jusqu'à 4 ans. Cependant, le décret 91-155 me prévoit qu'on a la même gestion que pour les fonctionnaires et que contrairement au régime général où le temps partiel pour motif thérapeutique, c'est la durée de versement des IJ plus 1 an, donc ça peut aller jusqu'à 4 ans, le décret des contractuels prévoit que cette autorisation est limitée à 1 an. Donc, Donc, il y a une contradiction entre la CPAM et le décret. Exactement. Il y a une contradiction entre la CPAM et le décret, parce que d'un côté, eh bien, on rallonge. D'un côté, pardon, on me dit que c'est 1 an maximum, et d'un autre côté, la CPAM, ça peut durer 4 ans. Donc c'est quand même un petit peu bizarre, hein, ce fonctionnement-là. Alors, plusieurs questions qu'on a eues. Peut-on subréger un temps partiel pour motif thérapeutique? Bien sûr que non, parce qu'il n'y a pas de maintien de rémunération. Donc, on ne subroge que s'il y a un maintien de rémunération. Donc, vous ne pouvez pas subroger un temps partiel pour motif thérapeutique. Un temps partiel pour motif thérapeutique, c'est un temps partiel de droit que je ne peux pas refuser, mais mon agent contractuel de droit public, il est payé à temps partiel au prorata de sa quotité de travail. Il n'y a pas de maintien de rémunération, ce qui me permet de répondre à une autre question. Est-ce que le temps partiel pour motif thérapeutique d'un stagiaire prolonge la titularisation? Oui, simplement, le fonctionnaire stagiaire, lui, contrairement au contractuel, eh bien, il y a un maintien de rémunération. Alors, j'ai mal lu la question. Un contractuel en temps partiel reporte-t-il la stagiarisation de l'agent? Alors, là-dessus, il faudrait qu'on en discute parce que la façon dont vous posez la question sous-entend que vous avez une sorte de ligne directrice de gestion sur la mise en stage des agents contractuels en fonction de l'ancienneté. Après, si vous me posez la question dans un environnement statutaire qui serait exempt de cette façon de fonctionner, où j'aurai un contractuel qui a réussi un concours ou un recrutement direct et que je vais mettre en stage, le fait que l'agent soit en temps partiel pour motif thérapeutique en temps contractuel est indépendante de la question de la mise en stage. Par contre, on peut se poser la question de son aptitude physique. Hein, donc, c'est pas lié. Il n'y a pas de continuité. Vous savez, le monde se divise en 2 catégories statutaires. J'ai les contractuels et j'ai les titulaires. Et quand je passe d'un monde à l'autre, eh ben, je passe d'un monde à l'autre. Et il n'y a pas de continuité entre ces mondes-là, même si je reprends l'ancienneté pour le classement, mais ce n'est pas une continuité statutaire. Je change de statut dans ce cas-là. Alors, plus largement, pour rebondir sur la question de la subro, non, la subrogation, elle n'est pas obligatoire. La subrogation, elle n'est pas obligatoire. Par contre, vous avez 2 possibilités. Hein. Soit vous subrogez, soit vous demandez le remboursement des IJ. La subro est quand c'est possible, parce que le problème des fois, c'est que je peux avoir un congé qui va dépasser les 4 mois et je peux subroger quand je fais ma déclaration nette entreprise, je coche la case subrogation pour l'ensemble de l'arrêt.
Et donc, si j'ai un arrêt qui dépasse les 4 mois, je ne peux pas subroger pour cet arrêt-là. Donc, ça pose un problème pratique. Mais sinon, de manière générale, la subrogation, même si elle est conseillée, elle n'est pas obligatoire. Par contre, je dois récupérer les sommes perçues par les IJ. Sinon, l'agent, il a son maintien de rémunération plus les IJ. Auquel cas, c'est cool. Il est plus intéressant pour lui de ne pas travailler, enfin d'être en congé maladie plutôt que d'être au boulot, ce qui n'est pas l'objectif. Alors, donc voilà, on a, comme tu le constates, hein, Bérénice, cette contradiction. Je trouve ça un petit peu spécial, hein, et un peu dommage d'ailleurs, notamment dans le contexte de la réforme des retraites, hein, parce que là-dessus, on a pu le lire à droite à gauche, et je partage ce point de vue pratique, hein, sans me positionner sur l'opportunité de la réforme. C'est pas mon rôle. Mais si je recule l'âge d'admission à la retraite, mécaniquement, je vais avoir plus de situations d'inaptitude, d'invalidité, et donc va se poser la question de la gestion de ces personnes-là, et le temps partiel pour motif thérapeutique, voire même la perception d'une pension d'invalidité est quelque chose qui peut être utile dans ce cadre-là. Alors, enfin, on va voir la question de la discipline. Donc, plusieurs éléments, introduction d'une prescription de 3 ans comme pour les fonctionnaires, structuration de la suspension, qui n'est pas une sanction disciplinaire, mais qui est une mesure conservatoire dans l'attente d'infliger une sanction disciplinaire. L'introduction d'une nouvelle sanction disciplinaire comme pour les fonctionnaires, qui est l'exclusion temporaire d'un agent d'une durée maximum de 3 jours, et des précisions sur l'inscription au dossier. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler rapidement ce qu'est la discipline? Alors, la discipline, c'est lorsque j'ai un comportement qui, hein, je reprends la définition du juge administratif, hein, lorsque j'ai un comportement, donc j'ai des faits qui sont effectués par l'agent, qui constituent des fautes de nature à justifier une sanction. Donc, Bérénice, à ton avis, c'est quoi une faute? Une faute, eh bien, c'est lorsqu'on ne respecte pas nos obligations. Tout à fait. Une faute, c'est un manquement à une obligation. Et lorsque je me pose la question disciplinaire, hein, ce qui est sain, c'est de toujours essayer de rapprocher le comportement fautif avec une obligation. Et de dire, voilà, mon agent, par son comportement, il a insulté son supérieur hiérarchique, et ce comportement est un manquement à l'obligation de loyauté, d'honnêteté dans l'exercice des fonctions. Donc on le rapproche d'une obligation statutaire de l'agent. Et enfin, on va voir si ces fautes sont suffisamment importantes pour justifier une sanction. Une sanction qui doit être proportionnée à l'impact du fonctionnement, enfin l'impact du comportement fautif sur l'image et le fonctionnement du service. Voilà, grosso modo, en une diapo, ce qui est la discipline, mais on peut en parler des jours parce que c'est extrêmement intéressant. Donc, dans la discipline introduction, comme pour les fonctionnaires, d'une prescription de 3 ans. Donc, à partir du moment où l'employeur a connaissance de comportements fautifs, il a 3 ans pour lancer à bien une procédure disciplinaire. Après ces 3 ans, il n'a pas la possibilité de lancer une procédure disciplinaire, sauf si j'ai eu des poursuites pénales. Et dans ce cas-là, je peux attendre la fin de l'action pénale pour faire partir ce délai de 3 ans. Donc, si on dépasse les 3 ans, il n'y a plus de sanctions possibles. C'est ça, hein, si on dépasse les 3 ans, il n'y a plus de sanctions possibles sur le comportement à partir de 3 ans, à partir du moment où j'ai connaissance. Autre modification, c'est suspension pour une durée maximum de 4 mois. Donc, lorsque j'ai un comportement qui empêche le maintien de l'agent dans ses fonctions, je peux suspendre l'agent avec rémunération pendant une période de 4 mois. Ensuite, ça peut être allongé en cas de poursuite pénale. Et s'il y a poursuite pénale, on retrouve les mêmes dispositifs que pour les fonctionnaires quasiment. Si d'aventure, les poursuites pénales ne sont pas attachées à des mesures de contrôle judiciaire empêchant la reprise des fonctions,
eh bien, on peut, on doit faire reprendre l'agent. Et dans le cas où j'ai des contrôles judiciaires qui empêchent la reprise des fonctions, on peut maintenir la, la suspension avec une possibilité de diminuer la rémunération de moitié. Ça se rapproche des modalités de fonctionnement pour les fonctionnaires. Alors, en ce qui concerne les sanctions, donc les sanctions applicables aujourd'hui étaient celles-là avec un process qui n'est pas changé. Ce qui a changé, c'est premièrement l'introduction d'une exclusion temporaire de 3 jours, sans avoir besoin de l'avis de la commission consultative paritaire, avec une possibilité d'avoir un sursis et qui fait que s'il y a une nouvelle sanction dans les 3 ans, le sursis est élevé. Donc on peut faire une exclusion temporaire d'1 jour avec de 3 jours, pardon, dont 2 avec sursis. C'est possible. Et mécaniquement, comme j'ai cette sanction disciplinaire d'exclusion temporaire jusqu'à 3 jours, eh bien on modifie les sanctions disciplinaires d'exclusion du coup, de 4 jours à 6 mois ou 1 an, en fonction que mon agent soit en CDD ou en CDI, avec la possibilité, là, on précise, de mettre euh, un sursis dans le cadre de la sanction d'exclusion temporaire des fonctions. Et là, s'il y a une nouvelle sanction dans les 5 ans, je révoque le sursis. On retrouve un petit peu ce qu'on a pour on se rapproche de ce qu'il y a pour les fonctionnaires. Alors, avec, en ce qui concerne du dossier, une précision sur le fonctionnement de l'inscription au dossier, effacement automatique au bout de 3 ans sans sanction pour les sanctions d'exclusion temporaire, l'avertissement et le blâme n'étant pas inscrits au dossier, et effacement possible au bout de 10 ans des sanctions d'exclusion temporaire des fonctions lorsque il n'y a pas eu d'autres sanctions. C'est l'agent qui fait la demande et l'employeur ne peut refuser que s'il y a eu une autre sanction. Mais sinon, il doit effacer la sanction disciplinaire. Alors, après, dans les faits, les exclusions temporaires de 4 jours à 6 mois ou 1 an, des contractuels, c'est quand même beaucoup plus rare que souvent on va directement vers le licencié. Alors, tout à l'heure, on parlait de non-renouvellement. Est-ce que justement, on peut ne pas renouveler le contrat au motif d'une faute? Alors, oui, mais il faut faire attention. Et ça, c'est un petit peu compliqué parce que le, heu, le refus de renouvellement de contrat qui se base sur une situation de l'agent en tant que tel, c'est une décision prise en considération de la personne. Et étant donné que c'est une décision prise en considération de la personne, c'est une décision qui doit être précédée du rappel des faits dans les conditions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, qui est toujours en vigueur d'ailleurs, sur ces questions-là. Donc, on peut refuser le renouvellement de contrat d'un agent contractuel de droit public sur un motif de comportement fautif, pourvu que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations. Et ça, c'est une règle et une jurisprudence qui se développe tout au long qui se développe ces dernières années en tout ce qui est refus, tout ce qui est décision prise en considération de la personne. Et notamment pour les contractuels, mais pour tout. Hein. Toute décision qui se base sur un comportement et non pas sur un comportement fautif ou d'insuffisance professionnelle et non pas sur d'autres motifs, eh bien, je devrais avoir cette possibilité, laisser à l'agent cette possibilité de faire valoir ses observations. Alors, voilà, on a fait le tour de ce que je voulais dire. Juste une dernière petite diapo, hein, parce que j'ai souvent la question sur l'indemnité de fin de contrat. Hein, avec le fait que, bon, pour avoir l'indemnité de fin de contrat, il y a plusieurs conditions qui sont d'abord le motif de recrutement, hein, est exclu le besoin saisonnier et le contrat de projet. Ensuite, il faut que j'ai un contrat
qui soit éventuellement renouvelé inférieur à 1 an. Ensuite, il n'y a que les cas où l'agent refuse un CDI avec une rémunération au moins équivalente, où s'il est titularisé ou si on renouvelle le contrat, que je ne verse pas l'indemnité de fin de contrat. Pareil, j'ai souvent la question, l'agent a refusé le renouvellement de son contrat, donc je n'y verse pas l'indemnité compensatrice. Là, l'indemnité, pardon, de fin de contrat. Ah si, 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 si. Hein, l'agent qui refuse le renouvellement de son contrat a le droit à l'indemnité de fin de contrat. En faire dernière condition, hein, c'est celle du SMIC. Hein, il faut que la rémunération globale sur la période soit inférieure à 2 fois le SMIC applicable sur le territoire d'affectation. Bien, j'espère que ça a répondu à vos attentes. On va arrêter l'enregistrement.